Bonjour Liège. Bon, d'abord un petit bulletin de santé là. Donc, j'ai pris donc en gros un coup de couteau dans la jambe, ce qui n'est pas conseillé. Donc ça veut dire en gros qu'après le speech, je devrais aller faire un petit tour à l'hôpital pour aller un peu les recoudre tout ça, mais je vous rassure, je vais bien, comme vous voyez. Et il en faudra plus pour nous faire taire, ce gars. Bon, alors je vais remettre un peu toutes mes idées en place quand même, hein, parce que, vous savez, on dit toujours les deux bords, c'est speech, c'est facile, mais moi je retiens mes mots-clés un peu, donc là ils sont un peu chamboulés. Mais on va essayer de faire mieux. Je suis vraiment content de voir à quel point nous sommes nombreux aujourd'hui sur la place Saint-Paul. Et ce qui est clair et net, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux que l'année passée, camarades. Et c'est pas pour rien qu'on est plus nombreux. C'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de l'Europe, une nouvelle gauche se lève. Des travailleurs, des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs du secteur public, du secteur privé, du sud et du nord de l'Europe sont présents pour se lever, pour dire aujourd'hui que nous n'acceptons plus cette arrogance de ces libéraux qui tentent de nous faire croire qu'il n'y a aucune alternative à leur pensée libérale. Aucune alternative, et ils nous répètent sans arrêt à quel point les valeurs du libéralisme sont supérieures aux valeurs du socialisme. Bon, je ne sais pas si vous avez vu en matière de valeurs, ils ont fait fort cette semaine-ci, les libéraux. Ils ont quand même réussi à aller voter pour l'Arabie Saoudite dans la commission de l'ONU de défense des droits des femmes. Monsieur Renders, est-ce que c'est ça les valeurs supérieures du libéralisme, monsieur Renders? Ça, on n'entend pas, monsieur Renders. C'est ça le problème avec le libéralisme. C'est qu'ils sentent aujourd'hui toujours nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a un point, bien sûr qu'ils sont vendus. En derrière, vous n'avez pas entendu, mais ils sont chauds ici dehors. Et donc, les libéraux tentent de nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, et il y a un point qui m'a beaucoup touché, je ne sais pas si vous avez vu en une de beaucoup de quotidiens il y a 2 jours, c'est le rapport de Sécurex. Un rapport donc qui indique qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, il y a 2 fois plus de jeunes trentenaires, je dis bien de jeunes trentenaires, qui sont malades de longue durée. Et par rapport à il y a 10 ans, il y a 3 fois plus de jeunes, des jeunes qui n'ont pas encore 40 ans, qui sont en maladie longue durée, chers amis, chers camarades. Si l'on va lire dans ce rapport Sécurex pourquoi ces jeunes sont fatigués, pourquoi ces jeunes sont en maladie longue durée, il y a 2 causes qui sont données. La première, ce sont des causes physiques. Ce sont les causes d'être fatigués, de répéter toujours les mêmes mouvements, de répéter toujours les mêmes mouvements qui abîment les muscles, qui abîment le squelette. Mais la deuxième raison, chers camarades, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vie privée pour les jeunes. Ils travaillent, nous sommes flexibles, on travaille le samedi, le dimanche, les heures sont prévues 24 heures à l'avance, et quelle place y a-t-il encore pour notre vie de famille? Quelle place y a-t-il encore pour passer du temps ensemble avec les amis? Quelle place y a-t-il encore pour aller regarder le gamin qui joue au football le dimanche, alors que le patron a dit vendredi qu'il fallait venir travailler le dimanche? Tout ça, ce n'est pas gratuit, chers amis, chers camarades, ce n'est pas gratuit. Ça pèse sur les jeunes, ça pèse sur les travailleurs, ça épuise sur les travailleurs, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui n'a jamais produit autant de richesses qu'aujourd'hui. Nous disons clairement aujourd'hui que nous travaillons pour vivre, mais nous ne vivons pas pour travailler, chers libéraux. Alors ce 1er mai est l'occasion pour nous de lancer un plan ambitieux que nous lançons aujourd'hui avec le PTB, qui est un plan anti-burnout. Le burnout est la maladie du siècle. Le burnout est la maladie de tous ces travailleurs qui sont épuisés de travailler. Nous lançons aujourd'hui très concrètement un défi au gouvernement Michel de mettre en place un plan anti-burnout. Plan anti-burnout, ça veut dire quoi? 3 volets importants de ce plan anti-burnout. Premier volet, laissez-nous souffler. Réduisez le temps de travail de la semaine de boulot. La semaine à 30 heures avec maintien du salaire, camarades. Et arrêtez de nous dire toujours la même chose, ça fait 50 ans, qu'est-ce que je dis moi? Ça fait 80 ans que les libéraux nous répètent sans arrêt, oh mais c'est pas possible, il n'y a pas d'argent.
Mais c'est l'occasion le 1er mai de rappeler que dans les années 20, dans les années 30, c'était exactement le même débat. Les pionniers du monde du travail ont posé à un moment donné, alors que nous travaillons 12 à 13 heures par jour, ils ont dit un jour, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous travaillons 12-13 heures par jour, alors qu'il y en a plein qui s'en foutent plein les fouilles. Ils sont venus avec une idée géniale. C'était de dire, vu qu'à 24 heures d'une journée, il faut quand même bien dormir 8 heures. Bon, pour certains d'entre vous, c'était pas ça cette nuit passée, hein. Non, je le vois, mais ça ira mieux après un morito. Donc 8 heures pour dormir, 8 heures pour bosser, et 8 heures pour avoir du plaisir avec nos familles, avec nos amis. La journée de 8 heures, eh bien c'est de cette inspiration que nous disons aujourd'hui, oui, il faut la semaine de 30 heures, oui, le droit à la vie pour les travailleurs est supérieur aux bénéfices des entreprises. Donc, premier point, réduction du temps de travail dans le plan anti-burnout. C'est le premier point. Deuxième point important, stop à la flexibilité. Stop à la flexibilité. La loi Peters, qui vient d'être votée par ce gouvernement de droite, impose une flexibilité à tous les travailleurs. 100 heures par an. 100 heures que vous n'avez rien à dire, que votre patron vous dit, tu bosses maintenant, tu bosses maintenant. Cette flexibilité uniquement pour le patron et pas pour les travailleurs, nous sommes contre. Donc deuxième mesure, c'est clair, le retrait évidemment de la loi Peters. Troisième mesure, je prends un petit coup d'eau. Le droit de l'eau pour tout le monde. Troisième mesure. Le gouvernement aujourd'hui est en train de nous presser comme des citrons, en train de pousser à bosser flexible, en train de bosser de plus en plus d'heures, et évidemment, de plus en plus de gens sont malades. Que fait ce gouvernement fédéral quand il voit que de plus en plus de gens sont malades à longue durée? Plutôt que de soigner les causes, plutôt que de résoudre le problème au travail, qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur les malades longue durée. Et c'est là où Maggie de Bloch qui diminue les sondages, hein. C'est facile d'aller taper sur les immigrés, là on monte, hein. Mais quand il s'agit d'aller taper ici sur les travailleurs, on n'accepte pas ça. Et nous disons clairement aujourd'hui, retrait des mesures de Bloch, aide aux malades longue durée et pas chasse aux malades longue durée, chers camarades. Alors j'ai parlé donc de la protection du travail, parce que ce 1er mai est une date importante pour la protection du travail. Mais il n'y a pas que le travail, il y a aussi la nature, comme source de richesse, que nous devons, nous les travailleurs, protéger. Si nous laissons la nature, si nous laissons nos ressources naturelles aux mains uniquement de ceux qui pensent en faire que du profit, ils vont complètement bousiller cette nature. Et nous les travailleurs, nous sommes responsables par rapport à ce capital nature qui nous a été donné, que nous voulons transmettre à nos enfants, que nous voulons transmettre à nos petits-enfants, que nous refusons d'être complètement torpillés par la soif de profit. Or, cette semaine-ci, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des gens qui se sont mobilisés, et je trouve ça important parce qu'on ne les voit pas souvent. Souvent, ils sont dans leur laboratoire en train de bosser pour le bien-être de l'humanité. C'est une mobilisation des scientifiques. Vous savez que la science nous touche beaucoup. J'ai moi-même eu l'occasion de pas mal travailler avec des chercheurs en biologie lorsque je faisais mes études. La science, les scientifiques sont l'avenir. Ils sont l'avenir parce qu'ils contribuent aujourd'hui à résoudre des problèmes complexes. Des problèmes complexes dans notre production. Des problèmes complexes dans la manière de gérer notre production. Des problèmes complexes comment gérer notre nature avec toute cette économie que nous produisons aujourd'hui. Et la semaine passée, 250 scientifiques se sont mobilisés dans les rues de Bruxelles à l'appel de tous leurs collègues dans le monde. Des milliers de scientifiques ont mobilisé, que ce soit à Washington, que ce soit à New York, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays du tiers-monde. Des scientifiques se sont mobilisés pour dire qu'aujourd'hui, il faut sauver la science. Il faut sauver la science. Il ne faut pas laisser le pouvoir aux Trump et compagnie qui aujourd'hui remettent en cause toute forme de recherche scientifique au nom du profit. Il faut aujourd'hui sauver les scientifiques qui disent haut et fort, oui, il y a un réchauffement climatique. Oui, il y a un problème aujourd'hui avec l'activité économique humaine qui va détruire notre nature. Laissez-nous aujourd'hui la liberté de rechercher et pas accepter aujourd'hui qu'on nous brûle au bec uniquement pour le profit, chers amis, chers camarades. Et pourtant, il y en a qui veulent leur fermer la gueule aux scientifiques. Il y en a qui veulent aujourd'hui, au nom de la finance, ne plus leur permettre de s'exprimer. Il faut le dire. On peut les citer. Monsanto, vous connaissez? Voilà. Monsanto. Qu'est-ce qu'il est apparu il y a un mois dans les Monsanto Papers? C'est que vous savez que Monsanto produit le fameux Roundup. Vous voyez, l'herbicide que vous pouvez acheter n'importe où. Plein d'études scientifiques indépendantes
démontrent que ce Roundup est cancérigène. Plein d'études scientifiques aujourd'hui démontrent qu'elles sont mauvaises pour la santé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la Commission européenne? Elle reçoit, à travers les fonds de Monsanto, à travers les études menées par Monsanto aujourd'hui, des études que Monsanto refuse de publier, aujourd'hui elle est influencée pour autoriser l'utilisation de produits qui sont avérés comme cancérigènes. Eh bien ça, dans les Monsanto Papers qui ont été publiés il y a un mois, ce qui est encore plus grave, c'est que la multinationale Monsanto, 250 mails ont été déclarés aujourd'hui publics. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces 250 mails de l'entreprise Monsanto? C'est que dès 1999, cette multinationale était au courant, je dis bien était au courant, tous ces cadres étaient au courant que le produit qu'elle allait diffuser à travers le monde, à travers l'Europe et en Belgique, était cancérigène. Eh bien, chers amis, chers camarades, au nom du profit, le fait de tuer nos santé, c'est inacceptable et nous battrons comme Monsanto, camarades. Alors pour ça, nous devons construire un contre-pouvoir. Et pour ça, nous devons aujourd'hui prendre nos responsabilités dans cette crise politique. Car aujourd'hui, il y a une crise politique qui traverse l'ensemble de l'Europe, une crise politique aujourd'hui qui fait que de plus en plus de citoyens ne se reconnaissent plus dans les politiciens traditionnels. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de connivence entre le monde de la politique et le monde de l'économie. C'est pas une petite erreur. C'est pas un petit bug, une erreur de quelques élus. C'est de plus en plus une interaction qui existe de plus en plus au niveau du monde politique et au niveau de ceux qui font du lobby pour influencer avec leur argent. Regardez ce qui se passe chez les libéraux. Ah, ils sont là avec leurs valeurs, les libéraux. Vous vous rappelez de Karel de Gucht? Vous vous rappelez Karel de Gucht? Ah, commissaire européen Karel de Gucht. Ah, je me bats pour les travailleurs. Ouais, on a vu ce qu'il a fait comme commissaire. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est Karel de Gucht aujourd'hui, qui ne travaille plus pour la commission. Combien est-ce qu'il gagne aujourd'hui pour la commission? 150 000 € réels de pension, la commission. Attendez, ce n'est pas suffisant évidemment, je pense. Ce n'est pas suffisant. Karel de Gucht, est-ce qu'il gagne encore plus? d'ArcelorMittal, et je vois qu'il y a des camarades ici qui sont là d'ArcelorMittal. Voilà, vous êtes là, camarades. Eh bien, Karel de Gucht, il prend encore 144 000 € d'ArcelorMittal pour être consultant pour ArcelorMittal. Eh bien, c'est ça, chers amis. C'est ça, chers camarades, le problème. C'est que c'est un système qui s'établit de plus en plus, où le monde économique met directement sous influence le monde politique. Voyez le Kazakh-gate, hein, parce que il aime bien parler de public. C'est les libéraux, mais est-ce qu'on peut un peu parler encore du Kazakh-gate, camarades? On peut en parler. C'est quoi le Kazakh-gate? C'est quoi le Kazakh-gate? Le Kazakh-gate, c'est très clair. Le Kazakh-gate, c'est un Richard Kazakh qui est poursuivi en justice et qui dit « Ah, moi, ça n'arrange pas d'être poursuivi en justice. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais vous n'avez rien à dire. Vous y allez. Lui, il dit « C'est bon, je vais changer la loi. » Alors, qu'est-ce que je fais pour changer la loi? Ben, je vais sonner à mon copain Armand. Salut Armand. Ici, c'est Patok, ça s'appelle Patok Chaudière. Salut, c'est Patok ici. Dis, tu ne pourrais pas me changer la loi. Et qu'est-ce qu'ils ont voté? Comme par hasard, juste après ces rencontres, une loi sur la transaction pénale. C'est une loi, en gros, qui permet de racheter son procès. C'est-à-dire quand le parquet vous dit, vous êtes coupable, vous dites, oh, c'est peut-être vrai, mais je rachète mon procès. Ben essayez d'essayer, alors je rachète mon procès. Et c'est ça les valeurs des libéraux, c'est de racheter ici des procès. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un gros problème. On a un problème aujourd'hui de crédibilité du monde politique, de crédibilité vers les citoyens. Et c'est une raison importante pour laquelle nous, comme parti, nous nous sommes engagés, nous continuons à nous engager, de vivre avec les travailleurs que nous représentons, de vivre avec, pour, comme les travailleurs que nous représentons. Et c'est avec une grande fierté que je le répète ici, que l'ensemble de nos mandataires, l'ensemble de nos députés, continuent à vivre avec les travailleurs, parce que si on ne vit pas comme on pense, on commence par penser comme on vit, camarades. Alors, on nous avait annoncé une tornade en éthique. Bon, on va dire qu'il y a une petite brise qui est passée. Hein. Il est temps de prendre des mesures urgentes aujourd'hui. Il y a 2 mois, je sais pas si vous avez vu, on essaie un peu de faire les vidéos, de me faire entendre. Au Parlement, j'avais dit, les gars, vous êtes tous d'accord, ici 150 parlementaires, tout le monde met sur la place publique tous ces mandats, publics mais aussi privés. Eh bien, 2 mois plus tard, aucun homme politique n'est encore d'accord avec ça. On propose uniquement de mettre sur la place publique les mandats publics.
Mais le problème, c'est pas que les mandats publics. Quand on voit quelqu'un comme Siegfried Braque de la NVA, vous voyez, c'est celui qui est derrière moi qui veut la vidéo, là. Ouais, il est pas content, hein. Moi qui râle, il est pas chaud. Ouais, je lui dis chaque fois les 300 000 € qu'il gagne pour faire ça, c'est un grand chouette. Et donc effectivement, on leur dit nous clairement, c'est que lui il avait des mandats où chez Télénet. Donc avec toutes ces mesures qu'on propose aujourd'hui, il ne rendra pas public l'ensemble de ces mandats et de ces rémunérations. Il faut une transparence complète aujourd'hui. Regardez en France, c'est la deuxième mesure que nous proposons avec nos parlementaires wallons et nos parlementaires fédéraux. Nous proposons aujourd'hui un patrimoine public que tous les hommes politiques, les femmes politiques disent clairement, comme en France on a fait après l'affaire Cahuzac, c'est quoi l'état de leur richesse? C'est quoi, combien ils ont, et pour voir s'il n'y a pas d'enrichissement. Ça, c'est des mesures radicales qu'il faut prendre aujourd'hui si nous voulons reprendre confiance avec les travailleurs. Et nous continuons ce combat pour une vraie transparence, camarades. Alors, je vais finir au tour du 1er mai, parce qu'il y a d'excellents camarades qui viennent encore après moi. Et après, je vais quand même aller me faire siturer, là, hein, parce que je sens quand même que ça commence à faire gêner. C'est la responsabilité que nous avons comme parti. La phase historique dans laquelle nous trouvons est importante, chers amis, chers camarades. Nous sommes dans une crise économique comme jamais nos pays n'ont connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le capitalisme est en crise depuis 1973 et tente de plus en plus de faire payer l'ensemble des travailleurs pour cette crise. Mais l'Europe est aussi dans une crise politique. Parce que quand il y a crise économique, il ne faut pas croire que les puissants vont se dire c'est bon, le peuple va reprendre le pouvoir. Quand il y a crise économique, ce que les puissants veulent faire, c'est diviser le peuple. C'est diviser pour mieux régner. C'est de faire croire aux travailleurs que les causes de leur misère ne sont pas les millionnaires, ne sont pas les banquiers, ne sont pas la Commission européenne, mais sont les chômeurs, sont les immigrés, sont les Flamands quand on est Wallon, sont les Wallons quand on est Flamands, sont les pays du sud de l'Europe, les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, quand on vit dans l'heure de l'Europe, le diviser pour régner. Dans ce cadre-là, nous, comme parti de gauche, nous avons une responsabilité importante. Et elle ne se limite pas, chers amis, chers camarades, aux sondages. Bien sûr, les sondages sont positifs. Bien sûr, nous sentons, notamment aussi comme des manifs aujourd'hui où nous sommes plus présents, qu'il y a une partie de plus en plus grande des peuples d'Europe et des peuples en Belgique qui veulent une alternative à gauche. Mais nous devons être honnêtes et clairs par rapport aux gens qui expriment cette sympathie. Le combat va être difficile. Le combat va être long. Nous ne promettons pas aux gens de dire votez pour nous puis c'est fini. Nous ne sommes pas un parti comme un autre. Nous disons clairement aujourd'hui que les forces qui sont en face de nous sont puissantes. Regardez ce qui s'est passé avec Syriza en Grèce, parce que c'est un débat qui est compliqué. Bien sûr, à titre politique, nous n'aurions pas assumé l'austérité comme le fait le gouvernement Syriza aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas de voir avec lucidité quelles sont la puissance des forces qui se sont appliquées à lutter activement contre ce gouvernement grec qui voulait uniquement, et c'est tout ce qu'il demandait, de reporter la dette grecque. Qu'a fait la Commission européenne? La Commission européenne a coupé toute forme de liquidité à la Grèce. C'est un acte quasiment de guerre contre un pays. Vous imaginez, on coupe les liquidités à un pays. Oui, mais ça doit être dit. Elle a imposé des privatisations à hauteur de 50 milliards d'euros. Tout est vendu. C'est la grande brocante. Les aéroports, l'eau publique, tout ça est imposé par la Commission européenne. Donc les puissances qui sont en face de nous sont très très fortes, camarades. Et la seule alternative pour pouvoir gagner, et nous allons gagner, c'est l'unité du peuple et l'organisation des travailleurs. Seul un peuple organisé, conscientisé peut prendre son sort en main. Seul un peuple qui a conscience de sa force collective peut faire reculer les lignes. C'est la raison pour laquelle nous ne disons pas aux gens juste votez pour nous en 2018-2019, mais organisez-vous dans vos comités de quartier, dans vos organisations syndicales, dans vos cercles d'amis. Faites des choses ensemble, voyez-vous, discutez politique, prenez à nouveau votre sort en main, organisez-vous. Je parle évidemment aussi des jeunes dans les syndicats étudiants, je parle des jeunes dans les écoles secondaires, comme les Red Sox sont présents ici aujourd'hui. Il faut s'organiser. C'est de cette organisation-là que nous allons retirer notre force.
Car c'est ça qui est démontré aujourd'hui dans un pays comme la France. On essaie de nous dire aujourd'hui, ah, le deuxième tour, le deuxième tour, le deuxième tour en France. Le premier point à souligner dans ces élections françaises, et elles sont importantes, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon et d'ensemble des Français. 20% des voix. 20% des voix. Premier parti dans la jeunesse. Premier parti dans la jeunesse qui montre bien que la jeunesse n'est pas une jeunesse qui est amorphe et qui se laisse faire en France. C'est une jeunesse qui se mobilise. C'est une jeunesse qui a clairement dit qu'elle voulait une autre gauche. Et nous sommes là pour nous inspirer de tous ces mouvements européens, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Podemos en Espagne, que ce soit l'ensemble des résistances en Europe. Un vent traverse l'Europe aujourd'hui pour un retour d'une vraie gauche. Une gauche qui ose sortir du cadre. Une gauche qui dit aujourd'hui que le capitalisme est le problème et qu'il est temps de réfléchir à une autre société, une société du socialisme 2.0, une société où les forces de production sont aux mains des travailleurs, chers amis, chers camarades. Une bonne fête du 1er mai et on continue le combat. Alors on va faire comme Jean-Luc et camarades. Résistance, 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 résistance. Bon, maintenant je vais aller me faire charcuter, hein, tantôt, hein. Oui, je reviens pour le morito tout à l'heure, rassurez-vous.